Bonjour à tous, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où je suis accompagné d'Antoine. Alors, Sié, je sais pas comment se prononce son Scié. nom. Scié, Sié, rien à voir. ok. Et ça promet une discussion intéressante avec Antoine. On se connaît pas super bien, on s'est eu une seule fois au téléphone. En fait, je suis tombé sur son post, sur un des posts qu'il a fait sur LinkedIn. Et où donc tu es jeune papa, C'est tu as ça, plusieurs entreprises. c'est ça. Et on s'est dit que la discussion qu'on avait au téléphone allait être dans sa continuité ici sur le podcast vachement intéressante. Complètement. Donc Antoine, bienvenue sur le podcast Papapreneur. Merci beaucoup, Quentin. C'est ton premier podcast, donc tu me disais que c'était quand même un effort, t'es dans l'inconnu. Ah, complètement. Pour le coup, c'est la première fois, donc c'est le saut dans le vide. Je sais pas trop. J'en ai déjà regardé pour le coup, mais comme je te disais, je sais pas forcément comment ça se passe, ce qu'il faut dire, donc ça sera peut-être pas parfait, mais c'est le charme aussi du podcast. Et exactement, dans tous les cas, la perfection, elle n'existe pas et on est humain. C'est dans nos imperfections qu'on est parfait. Et t'es fatigué, je suis fatigué, Complètement. c'est Je la vie pense de que c'est papa toi. entrepreneur. Et voilà les premiers sujets sur lesquels on va embrayer. Écoute, Antoine, juste en petit brief, en 1 minute, 2 minutes, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais, où tu habites. Tu vois, on n'est pas là pour faire la promo de nos boîtes, mais on peut en parler un peu pour donner du contexte aux autres entrepreneurs qui nous écoutent. Donc ce serait cool. Ok. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans, je suis originaire du sud de la France, donc je viens de Toulouse à la base. Et puis aujourd'hui, je vis à Genève, donc depuis 6 ans et demi aujourd'hui. Je suis Mhm. papa d'un petit garçon qui va faire 14 mois à la fin du mois. Et puis, je dirige 3 sociétés, donc basées ici à Genève. En 2 mots, un cabinet de conseil qui est spécialiste dans le frontalier. Donc, on fait de la gestion de patrimoine pour les frontaliers, donc qui habitent sur France et qui travaillent sur Suisse. Une deuxième, où on fait de l'optimisation fiscale pour les sociétés, on fait de la création de sociétés, puis on a développé un fonds d'investissement maison, on va dire, pour nos clients. Et la troisième, qui est la toute dernière, toute nouvelle, qui s'appelle Luxity, qui est une agence immobilière qui fait la location et la transaction de manière classique sur le territoire suisse et on a développé un volet crypto. Et puis on est la première agence à faire de la transaction en crypto-monnaie, et ça sur le territoire français. Donc ça, c'est pour le coup, Ok. c'est vraiment Donc tu, novateur. C'est très donc prenant. tu peux acheter ta maison, ton appartement en Bitcoin, Ethereum et compagnie, quoi. Exactement, c'était le but. Stablecoin, Bitcoin, Ethereum, c'était égal. Ok. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Et donc, 14 mois que t'es papa, ça fait combien de temps que t'es entrepreneur? Que t'as monté enfin, que t'es dans le schéma entrepreneurial? On a monté la première société il y a 4 ans, en 2019. Donc, il y a 4 ans. Et puis voilà. Donc, au début, c'était un petit peu plus facile, on va dire, avec le lot de surprises habituelles, hein, pour un entrepreneur, mais un petit peu plus facile. Et puis, il y a 14 mois, on est venu amener un petit peu de complexité à tout ça. Puis, je suis devenu papa aussi. Donc, il faut arriver à concilier les deux aventures. C'est cool. Et comment tu t'en sors là pour l'instant? Fatigué, je pense que ça se voit à mes yeux. Mais non, on essaie de faire au mieux, on essaie de concilier. C'est ce qu'on disait la dernière fois au téléphone, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile euh, de concilier et l'entrepreneuriat, et le business, et la vie de famille. Un juste équilibre à trouver, c'est une organisation, c'est des compromis certaines fois à faire. Mais c'est beaucoup plus facile qu'il y a des dizaines d'années en arrière ou des générations passées où on était plutôt sur des business industriels qui prenaient beaucoup de temps, qui Hmm. demandaient beaucoup d'investissement, que ce soit en temps ou en investissement financier. Aujourd'hui, via les business online, où on a beaucoup d'outils qui nous permettent de gagner du temps. Donc, c'est quand même plus facile qu'avant de concilier les deux. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que tu vois, j'en parlais avec Jérémy, qui est mon co-hôte sur le podcast, Jérémy Coron, hier au téléphone, où on se faisait notre petit brief du jeudi pour savoir. Nous, on a nos business respectifs et hier, on faisait un petit brief d'1 heure, savoir papapreneur, qu'est-ce qu'on fait, les newsletters. D'ailleurs, je viens de percuter que j'ai oublié d'envoyer la newsletter du jour. J'ai loupé mon automatisation, tu vois. Donc l'automatisation, c'est bien, mais effectivement, il faut quand même appuyer sur le bouton programmer. Donc je le ferai à la fin de l'enregistrement. Euh, et ouais, tu vois, en fait, on se disait, il y a un truc super intéressant, on en a pris conscience hier, c'est qu'à la base, ce podcast, c'est nous qui
qui voulions partager nos expériences de papa et entrepreneur, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec Jérémy, ça fait 3 ans qu'on se connaît, on s'écrit tous les jours, et que 80% du temps, c'était au début pour se plaindre d'à quel point c'était compliqué d'avoir des enfants en bas âge, d'essayer de créer une boîte, de la sortir de terre, parce que créer une boîte, au début, la phase d'initiation, de démarrage, elle te demande énormément d'énergie, physique, mentale, psychique, et un enfant, c'est exactement pareil. Et ça peut être super compliqué. Et en fait, on se rend compte, tu vois, on parle de plein de trucs. Là, on a d'autres épisodes qui sont en préparation. On va parler des hormones, de la testostérone et tout. Et hier, je lui disais, je pense que fondamentalement, effectivement, on parle au papa entrepreneur, mais on est aussi en train, nous, de se poser la question, tu vois, de c'est quoi l'homme moderne aujourd'hui. Et c'est marrant parce que ça fait quelques mois que je lis pas mal d'articles, d'études, de livres sur le sujet, que j'écoute des podcasts sur le sujet. Et aujourd'hui, en fait, il y a un gros vide, tu vois, sur ce qu'est l'homme aujourd'hui. Avant, c'était le pourvoyeur de la famille. Il travaillait, souvent la femme ne travaillait pas. Il avait au début le rôle de chasseur-cueilleur. Il allait à la chasse, il ramenait à manger, puis après il construisait, puis après il travaillait au champ, puis tout ça. Puis après, c'était ramener l'argent pour nourrir la famille. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où l'équilibre homme-femme est en train de se trouver, en termes d'implication salariale, d'implication entrepreneuriale, en termes de revenus que tu apportes à la maison, en termes de temps que tu passes à travailler, en termes aussi de temps à t'occuper des enfants, t'occuper du foyer, faire le ménage, les courses, tout ça. Et bien que le sujet, tu vois, je ne veux pas rentrer dans des débats virulents, mais bien que le sujet du féminisme soit traité depuis des années et qu'il prenne beaucoup plus de place, et ce qui est génial, au final, le sujet de la place de l'homme aujourd'hui dans la société, il est très peu débattu. Et j'ai pas envie de faire un petit pseudo-film ouin-ouin où il faut plaindre les pauvres hommes actuellement, mais je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, tu vois. Où, comme tu le dis aujourd'hui, on peut créer des business totalement différents d'avant, où on peut voyager en créant nos business, on peut automatiser des choses, on peut bosser en 100% remote. Et à côté de ça, moi, quand j'ai des discussions avec mon père, ou quand je vois des potes à moi qui ont des discussions avec leur père, ils ont très peu de conseils à nous donner. Toi, je sais pas de ton côté, mais moi, en tout cas, mon père, les parents de mes amis et tout, ont très peu de conseils à leur donner sur, tu sais, le pratique, la logistique. Comment est-ce que tu faisais pour gérer le temps? Bah, je sais pas, c'est pas moi qui m'occupais de toi, c'était ta mère. Moi, j'étais là les soirs, les week-ends, les matins, tout ça. Je changeais pas les couches, c'est pas moi qui m'occupais de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle réflexion, je pense, à avoir sur le sujet. C'est vrai. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, c'est juste. Je suis complètement d'accord avec toi. La place de l'homme aujourd'hui dans la vie de famille, je dirais, ou dans le foyer à la maison, elle a évolué. C'est plus aussi marqué qu'avant, où tu avais, comme tu disais, pour le coup, l'homme qui nourrissait la famille et puis la femme qui s'occupait plutôt du foyer. Aujourd'hui, on est sur des rôles entre l'homme et la femme qui se rapprochent. On sent vraiment que cet écart est en train d'être réduit. Et puis aujourd'hui, c'est monnaie courante, comparé à il y a quelques années, quelques dizaines d'années, d'avoir un homme qui est capable de s'occuper de son enfant, d'être là pour lui le soir, de l'amener à la crèche le matin, de lui changer la couche, de faire de lui donner son bain, de lui donner à manger, etc., etc., tout en ayant une activité professionnelle épanouissante. Et voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer. Je dirais que ce qui permet ça aussi, c'est le business, évidemment, hein. Aujourd'hui, encore une fois, c'est plus facile de faire du business qu'avant. C'est plus facile de se dégager du temps. Comme tu le disais, aujourd'hui, tu peux bosser en full remote depuis la Thaïlande ou où tu veux. Tu peux partir en voyage et puis tu peux bosser 1 heure, 2 heures, 5 heures par jour, ce que tu veux, mais à l'extérieur, pas forcément sur ton lieu d'habitation principal. Donc ouais, je pense que tout ça a simplifié la chose et puis a redistribué un petit peu les rôles, je pense. En tout cas, Ouais, aujourd'hui, pour le coup, c'est pas vas-y. rare de voir des jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais souvent ça parlera peut-être plus à nos générations, mais des jeunes qui ont très très bien réussi dans le business et qui aujourd'hui peuvent, parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts à un moment donné, peuvent se permettre de bosser 1 à 2 heures par jour pour maintenir et faire tourner leur business en ligne et tout le reste du temps, profiter de leur famille,
faire des sorties, voyager, etc., etc. Ce qui était beaucoup plus compliqué, délicat, voire même impossible, il y a des années, plusieurs générations. Mhm. Alors, je pense qu'effectivement, c'était impossible dans le sens où il y a deux choses. C'était impossible dans le sens où tu n'avais pas tous les outils actuels qu'on a pour automatiser, pour déléguer, pour programmer, pour automatiser. Complètement. Et la deuxième chose, je pense que tu as aussi, tu vois, je vois derrière toi, mindset is everything, et c'est vrai. Alors, c'est pas 100% vrai, il y a plein de choses que le mindset, la manière dont on réfléchit est aussi beaucoup lié à nos hormones, à notre microbiote, à l'énergie qu'on a, au fonctionnement de notre corps. Mais effectivement, il y avait un état d'esprit dans lequel nous, nos parents, nos grands-parents étaient, où la mentalité était différente, le schéma économique, social était différent, mais il y avait beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, qui vivaient pour leurs entreprises. Moi, je te le disais au téléphone, j'ai passé 10 ans dans la banque privée. Au moment où il commençait à y avoir ce shift, où 90% de nos clients avaient, je sais pas, plus de 60 ans, on va dire, à de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui avaient 30, 35, 40, 45 ans et qui commençaient déjà à avoir leur premier million, à avoir un patrimoine à gérer, leur première problématique patrimoniale. Et ce qui était beaucoup plus rare il y a quelques années est devenu assez, alors je vais pas dire commun parce que c'est pas vrai, on a l'impression à travers YouTube, les podcasts, LinkedIn que ça c'est normal d'être multimillionnaire à 30 ans, mais non, ça reste quand même anecdotique. Ouais, complètement. Mais il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais il y a aussi, tu vois, cet état d'esprit de notre génération de se dire, il n'y a pas que le taf. Mais peut-être parce que nous, je pense qu'on a vu nos parents, on a vu nos grands-parents passer leur vie à s'échiner au boulot, Ouais. sans s'arrêter. Et c'est marrant parce que, tu vois, moi, avant de commencer le coaching il y a 3 ans, pendant 2 ans, j'avais monté une société de consulting en expérience client. Et je faisais un partenariat avec Eric Perret, qui va prendre sa retraite cette année. Et lui qui a été mon mentor sur le consulting les 2 premières années. Et c'est marrant parce qu'il a des filles de mon âge, un peu plus jeunes, une qui faisait vétérinaire et l'autre kiné, je crois. Et quand elles ont commencé à bosser, il était horrifié. Je me souviens, on était à Paris en séminaire et il me disait, mais Quentin, mes filles, elles ont fait 5 ans d'études, elles ont eu des super notes, elles étaient dans les majors de leur promo. Et là, en fait, elles se mettent dans des cabinets parce qu'elles veulent bosser 2 jours par semaine, 3 jours par semaine max. Mais c'est incroyable. Je suis à la fois fasciné et à la fois de me dire, mais vous n'avez pas la notion du travail aujourd'hui. Elle me dit, toi, je te vois, tu travailles beaucoup, tout ça. Je fais, bah, je travaille beaucoup, en fait, parce que je suis en tout le temps en déplacement. Mais le fait est que 6 mois après, je pense qu'on a eu cette discussion, j'ai arrêté. Parce que, bah, tu le sais, la première année, les enfants, ils changent vachement vite. Moi, ma femme est tombée enceinte le jour où j'ai reçu les statuts de ma boîte. Enfin, elle m'a envoyé Ok. le test de grossesse le jour où j'ai reçu les statuts de ma boîte. Donc, c'était un peu la douche froide parce qu'au début, c'était pas une douche froide, c'est un mix d'excitation et de gros flip. C'est parce Ouais. qu'on s'était dit, je monte ma boîte et on en parle dans un an pour faire un gamin. Et au final, la première année, j'étais tout le temps en déplacement. Je rentrais d'une semaine sur l'autre. Des fois, je partais 2 semaines parce que je faisais le tour de France. Je partais dans le Benelux et tout, et je voyais pas ma fille. Et en 2 semaines, un gamin, ça change énormément la première année. Ouais, complètement. Et je m'étais dit, tu vois, ça avait été un espèce de gros clic mental où moi, dans ma tête, je me considère toujours comme quelqu'un de très ambitieux, mais avec des ambitions qui sont totalement différentes. Avant, je voulais être le meilleur banquier privé, je voulais être le meilleur directeur de banque privée, je voulais être le meilleur consultant spécialisé dans les banques privées, faire du business et tout. Et en fait, à force de plus voir ma fille, je m'étais dit, en fait, non, ma valeur la plus importante, je m'étais rendu compte à ce moment-là que c'était ma fille. Et pour moi, ça a été un peu bizarre parce que j'étais pas câblé comme ça, quoi. Et en 6 mois, j'ai pris ma décision de tout arrêter, de passer 100% remote et à faire que du coaching, avec un peu de consulting à 20% du temps. Mais c'est devenu anecdotique. Et cette discussion, tu vois, elle est restée dans ma tête pendant longtemps. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se démocratise. Tu vois, de se dire, on a des moyens de gagner suffisamment d'argent pour vivre correctement, vivre de nos passions, s'éclater, mais aussi bien se dégager du temps pour nous, pour notre famille. Parce qu'au final, tu le sais sûrement aussi bien que moi, vu que tu fais de la gestion de patrimoine, tout ça, il y a, moi, la majorité des clients que j'ai suivis, c'était des businessmen ou des businesswomen qui étaient accomplis, mais souvent qui avaient une vie que je n'enviais pas du tout. Complètement.
On en a déjà discuté pour le coup et je pense qu'on est assez d'accord sur le sujet. Euh, pour la plupart, c'est une vie de sacrifice. Donc c'est peut-être, possiblement en tout cas, ce qui ressort, c'est une vie professionnelle épanouie et réussie. Mais dans beaucoup de cas, c'est une vie professionnelle, personnelle, pardon, qui va être un petit peu plus chaotique, ou du Mm. moins ils ne sont pas pleinement heureux dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, nos générations essayent de trouver le juste équilibre entre une vie professionnelle réussie et une vie personnelle aussi épanouie. Et donc, qui passe par passer un petit peu plus de temps avec ses enfants, être là pour eux, pouvoir faire des activités, les voir grandir. Comme tu l'as justement dit, un enfant, surtout dans ses premiers mois, dans ses premières années, mais surtout dans ses premiers mois, ça grandit extrêmement vite, ça change très très vite. Ils sont capables de développer des nouvelles choses très, très rapidement. Et puis, si tu pars 2 semaines en déplacement ou tu n'es pas présent, bah, tu vas louper ces moments-là. Et Mm. donc, je pense qu'aujourd'hui, on veut vraiment arriver à concilier les deux et essayer d'être le plus présent possible pour eux. Alors, ça va passer par une organisation. Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive de rentrer le soir trop tard pour le voir. Il est déjà couché. Par contre, ça veut dire que le matin, je suis parti plus tard et puis c'est moi qui l'ai amené à la crèche. Par exemple, c'est moi qui l'ai réveillé, c'est moi qui l'ai amené à la crèche, j'ai passé du temps avec lui. Mm. Ou des fois l'inverse. Des fois, je vais partir tôt, je vais pas le voir le matin. Par contre, je vais rentrer un peu plus tôt le soir pour passer du temps avec lui, que ce soit lui donner le repas, que ce soit jouer avec lui, que ce soit le coucher. Voilà. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Ça m'est arrivé déjà de pas le voir de la journée. Alors, je fais pas de déplacement aussi long que 2 semaines ou autre, mais dans des grosses journées que je devais faire, ça m'est déjà arrivé de pas le voir, mais j'ai horreur de ça. Et le lendemain, Mm. enfin, je sais pas, c'est long, il manque un truc. Donc j'essaie Ouais, de je comprends. m'organiser pour, voilà, je vais pas passer forcément en semaine toute la journée avec lui, mais passer des moments de qualité avec. Puis tu vois, il y a à la fois une théorie que je suis en train d'élaborer, plus je réfléchis sur le sujet, mais aussi parce que c'est différentes études, différents bouquins, différents podcasts que j'ai pu écrire, j'ai pu entendre sur ces sujets, mais tu sais, tu as de plus en plus d'études qui montrent que les 7 premières années de la vie d'un enfant, je crois pour une fille, c'est les 5 premières, et pour les garçons, c'est les 7 premières, elles sont cruciales dans son développement psychologique. Et elles sont cruciales dans le sens où il faut qu'il y ait un ancrage paternel et un ancrage maternel. Chacun a son propre rôle. Et, euh, et ce qui est super intéressant, je sais pas si tu connais la série Modern Family. De nom, j'ai jamais vu, mais je connais de nom. Ok. Bah, tu vois, c'est une série avec, je pense, qu'avec ma femme, elle nous a donné envie d'avoir une famille, parce que c'était pas évident. À la base, on habitait à Lille à ce moment-là. Ok, C'était pas un truc totalement, on va dire, c'était pas évident pour nous. On n'était pas sûr de faire des enfants. Et cette série nous a vraiment donné envie de créer notre famille. Moi, je viens d'une famille assez éclatée. Pas dans le sens langage des jeunes aujourd'hui, c'est éclaté au sol, mais dans le sens éclaté, personne, tu vois, a trop de relations. ouais, Mais, ok, mais une famille assez solitaire, un peu tout chacun de son côté. Et du côté de ma femme, c'est l'inverse. C'est une très grosse famille, ils vivent tous dans la même région, tous dans la Drôme, à ok, 99%. Les réunions de famille, c'est 40 personnes, il y a des enfants de partout, tout le monde est très proche, elle a 3 frères, enfin, ils sont 3, elle, c'est la grande sœur, elle a 2 petits frères. ok. Et moi, j'ai découvert cet univers familial à travers elle. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que hier soir, on a regardé le dernier épisode justement de la série, enfin, parce que c'était quand même il y a 3 ans, le dernier épisode, mais bon, quand t'as des gamins Netflix, tu passes moins de temps devant. Tu vas avec parcimonie. Et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est que cette idée de la famille, tu vois, a, moi, changé dans ma tête, changé dans la tête de ma femme, et j'ai aussi l'impression que, moi, ça m'a fait prendre du recul hier, j'y réfléchissais juste avant d'aller me coucher, que tous ceux que je connais, alors que ce soit des clients à moi, des personnes que j'ai eues, des prospects ou des amis qui sont entrepreneurs, tout ça, il y a une grande majorité qui n'ont pas de bonne relation avec leur père, Ok, ou pas un attachement à la famille super fou, tu vois.
Ok. Et ça dégage cette envie de prouver sa valeur à travers des gros projets entrepreneuriaux. Je dis pas que c'est tous les entrepreneurs, hein, mais c'est un sujet qui est vraiment récurrent. Ok. Et de se dire, tu vois, il y a souvent quelque chose à prouver psychologiquement quand on regarde les travaux de Jung, de Freud et d'Adler, des psychologues de différentes époques, mais qui ont tous des écoles de pensée. Il y a la relation au père, souvent, par rapport au garçon, qui est très mise en avant, très souvent mise en avant. Et que jusqu'à je sais pas si c'est vrai, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut prouver pour l'instant scientifiquement, je suis pas sûr de pour un jour, mais je me souviens qu'un jour, j'ai éclaté de rire quand mon père m'a dit, tu sais, Quentin, un garçon devient un homme le jour où il perd son père. J'avais éclaté de rire, j'avais trouvé ça, tu sais, un peu les discours inspirants des années 20. Ouais. Et en fait, sans dire que c'est vrai, il y a une relation, tu vois, au père. Moi, j'ai une fille. Là, le deuxième, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on aura la surprise. Mais cette relation au père, chez les entrepreneurs, souvent, elle peut avoir un impact énorme sur la manière dont ils vont entreprendre, l'intensité qu'ils vont mettre dedans. Parce que souvent, tu vois, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, je machin, je truc, c'est une auto-imposition de souffrance, de douleur, de choses qu'ils n'ont pas forcément envie de vivre, mais ils le font pour prouver quelque chose, souvent en se disant je dois le prouver à moi-même, et souvent on essaie de le prouver à quelqu'un qui nous a marqué dans la vie, souvent c'est le père. Mhm. Et je me rends compte que les amis à moi qui ont de super relations avec leurs parents, ils sont souvent beaucoup moins carriéristes. Ils sont beaucoup plus orientés sur la famille. Je sais pas s'il y a un lien, j'en sais rien, mais c'est un truc que je suis en train de découvrir de plus en plus à travers les discussions que j'ai avec tous mes clients. La majorité de mes clients sont des clients. J'ai quelques clientes, mais je travaille beaucoup avec des hommes. Et c'est un truc qui, tu vois, attise ma curiosité. Je sais pas ce que tu en penses Alors, par rapport à ce que je te dis. je suis assez d'accord avec toi. Je pense que un des moteurs les plus puissants que tu peux avoir dans la vie, et notamment dans la carrière d'entrepreneur, parce que tu es confronté constamment, ton job, c'est résoudre des problèmes, plus ou moins gros, ça dépend au niveau où tu en es. Mm. Mais ton job, c'est résoudre des problèmes. Et on est constamment confronté à des difficultés, c'est jamais un long fleuve tranquille. Pour ceux qui pensent que c'est le cas, c'est pas vrai. Euh, et je pense que cette force qu'on a d'aller traiter ces problèmes, à chaque fois prendre des coups, se relever, repartir plus fort, etc., etc. Je pense que cette force, on la tire principalement de notre passé personnel, des épreuves qu'on a vécues. Alors, ça peut être de la relation avec la famille, ça peut être des Mm. épreuves que tu as vécues quand tu étais plus jeune, qui soient liées à la famille, des amis, la perte d'un proche, un accident, peu Mhm. importe, ce que tu veux. Mais je pense que ces épreuves, c'est vraiment le plus gros moteur qu'on ait et c'est ce qui nous pousse toujours à aller de l'avant et ce qui fait que tu es, indestructible. En fait, au plus tu vas traverser des preuves difficiles, au plus tu auras une capacité à réagir euh, facilement, je dirais, ou à relativiser quand des problèmes sur ta vie d'entrepreneur vont se mettre sur ton chemin. Et typiquement, nous, quand on fait du recrutement, c'est vraiment ce qu'on va chercher. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, ce que je vais analyser dans le recrutement que je vais faire, c'est je vais chercher chez les candidats qu'on voit euh, ce qu'est leur moteur et puis ce qu'ils ont pu traverser de difficile dans leur vie passée. Ça va en dire Mhm. beaucoup sur leur capacité à s'investir, à tenir la cadence, à être résilient, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup et pour moi, c'est le plus gros des moteurs. Euh, les personnes qui ont eu une vie trop lisse, trop tranquille, trop facilitée, auront moins de force et moins de capacité à surmonter toutes les épreuves que peut surmonter un entrepreneur, dans d'autres métiers certainement aussi, mais particulièrement dans le nôtre pour le coup. Mm. Et ça, c'est quelque chose qu'on Et- vérifie très souvent, je trouve. ouais, complètement. Tu vois, il y a deux choses que tu dis qui m'interpellent. La première, effectivement, c'est le concept en psychologie qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est, tu vois, de te dire, en fait, que ce soit un niveau de pensée, un niveau physique, un niveau de résistance mentale, à chaque fois qu'on le dépasse,
même un niveau de confort financier. Ça fait complètement sens. Devient une nouvelle norme. À chaque fois qu'on vit une expérience qui nous bouscule un peu, quand tu écoutes la théorie du chaos, soit tu as un éclatement, un effondrement par le bas, le niveau d'équilibre s'effondre par le bas, et là c'est mauvais, soit tu as un niveau de friction qui explose, l'équilibre se brise, et tu as une augmentation par le haut, avant de retrouver un certain équilibre. En psychologie, on appelle ça l'adaptation hédonique, et l'adaptation hédonique, en fait, c'est que tu te fais à n'importe quelle situation, et tu t'adaptes à n'importe quelle situation. J'aime bien prendre l'exemple, tu vois, du vin, pour ceux qui aiment bien le vin. Quand tu es jeune, tu bois des bouteilles à 5-6 euros, tu te dis ah c'est pas mal et tout, et il y en a parmi les amis qui vont commencer à s'intéresser au vin. Ils vont commencer à acheter des bouteilles à 10 euros. Et sans parler que de prix, hein, tu as des bouteilles à 10 euros qui sont excellentes, tu as des bouteilles à 10 euros, c'est de la merde. On va pas se le cacher. Et tu arrives sur des vins à partir de 10 euros, c'est très difficile de revenir à des vins en dessous. Puis si tu continues dans ta quête de dire tiens, je suis vraiment intéressé par le vin, ou ça peut être pareil pour le whisky, pour différentes choses, tu commences à mettre 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 100 euros dans une bouteille. C'est pas que c'est extrêmement difficile de revenir en arrière, mais en fait, ça devient des nouvelles normes. Pour toi, tout de suite, mettre 30, 40, 50 euros dans une bouteille de vin, c'est plus quelque chose de déconnant. Parce que déjà, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui attise ta curiosité, ton intérêt, ça peut être un hobby, une passion. Donc, c'est moins compliqué, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, mettre 50 euros dans une bouteille de vin, ce serait totalement aberrant. Alors que toi, c'est ta normalité. Et l'adaptation hédonique, c'est exactement ça. Et je pense que, tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est à double tranchant. Parce que tu as l'adaptation hédonique dans le sens, effectivement, tu cumules les merdes, tu cumules les revers, et tu apprends à faire avec, tu te renforces un peu à chaque fois. C'est comme quand tu vas à la salle, hein, quand tu fais des exercices de biceps, tes biceps, tes muscles en général, ils vont pas grossir linéairement. Tu as une phase de destruction, de déchirure des fibres musculaires, et ce stress physique va les renforcer et les faire qu'elles vont se soigner, guérir et redevenir plus fortes. C'est exactement pareil, c'est le principe de la résilience. C'est tomber et se relever plus fort qu'avant. Et ça peut être à la fois très bien, parce que donc on apprend à mieux gérer le stress, on apprend aussi à mieux se connaître. Moi, je pars du principe que l'entrepreneuriat, qu'on réussisse ou pas dans le monde de l'entrepreneuriat, passer par une phase d'entrepreneuriat, c'est le meilleur véhicule de développement personnel et de croissance personnelle qui existe. On peut oublier les livres, les best-sellers sur le développement personnel, les machins comme ça. Hier, tu vois, je faisais un post sur LinkedIn. Ce qu'on nous vend dans le monde du développement personnel, c'est qu'il y a 80% d'infos que tu dois consommer et tu dois passer 20% à l'action, 20% du temps à l'action, alors que la réalité, elle est beaucoup plus dégueulasse que ça. C'est 80% d'action, 20% d'information. Parce que toutes les informations que tu consommes dans les podcasts, dans les livres, dans les séminaires, les formations, à travers du coaching, des choses comme ça, du mentoring, si tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Complètement. Et tu vois, c'est marrant que tu parles d'indestructibilité, parce que mon premier livre que j'ai écrit, c'est Devenez indéboulonnable. Pour moi, c'est cette idée, tu vois, que j'avais indéboulonnable. Où tu travailles, je parle du mental, je parle de l'esprit, je parle beaucoup aussi de la philosophie de vie et aussi beaucoup de la physiologie, donc comment gérer son corps, son stress, ses peurs, tout ça. Et pour moi, tout ça, tu l'apprends sur le tas dans l'entrepreneuriat, avec plus ou moins de douleur. Ça dépend de comment tu es accompagné, quel état d'esprit tu as. Mais effectivement, c'est super intéressant. Et j'avais un deuxième truc en tête, mais que j'ai oublié, qui me reviendra peut-être. Mais par contre, je suis intéressé de savoir comment est-ce que tu t'organises, parce que tu vois, tu me disais, des fois je pars plus tôt le matin et je rentre plus tard le soir. Enfin, je pars plus tôt le matin, je rentre plus tôt le soir. Des fois, je pars plus tard le matin pour m'occuper de mes enfants, enfin de mon fils, et je rentre finalement plus tard le soir. Est-ce que c'est quelque chose qui est carré chez toi? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à s'organiser? Ou est-ce que tu fais vraiment à flux tendu au fil de l'eau? Non, pour le coup, je dirais pas que c'est quelque chose qui est carré depuis le début, parce que évidemment, tu t'adaptes, c'est une situation nouvelle, donc tu t'adaptes. Par contre, c'est quelque chose qui est en train de s'organiser, et moi, je me calque beaucoup sur mon agenda. L'idée, c'est de regarder quand est-ce que j'ai des rendez-vous. Ça fluctue beaucoup. Des fois, j'ai des rendez-vous le matin, des fois l'après-midi, des fois les deux, ça fluctue beaucoup. Mais si, par exemple, j'ai un rendez-vous le soir où je sais que je vais rentrer un petit peu tard, typiquement, je vais venir un petit peu plus tard le matin au travail pour passer du temps avant de venir avec mon fils, ou l'inverse. Si j'ai un rendez-vous le matin, je dois être assez tôt au bureau, je ne prendrai pas le rendez-vous le soir pour pouvoir rentrer assez tôt.
Donc voilà, c'est pas encore une fois, c'est pas parfait et infaillible. Ça m'est arrivé de passer alors pas plusieurs jours, mais un jour sans le voir, et c'est quelque chose que j'essaie de pas reproduire. J'essaie de le voir un maximum. Mais voilà, c'est plutôt mon agenda, je dirais, qui dicte comment je m'organise à la maison. Est-ce que je suis plutôt du soir ou du matin? Bon, moi j'ai la Ok. chance pour le coup d'avoir ma compagne qui travaille pas et puis qui s'occupe, enfin qui travaille pas professionnellement. Là, c'est un travail d'être à la maison et de s'occuper de Hmm. son enfant toute la journée, mais qui s'occupe de mon fils. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est beaucoup de travail pour le coup, mais c'est un gros avantage. Donc voilà, on essaie de s'organiser en fonction de mon agenda. J'adore, tu vois, le sujet que tu lances en fait inconsciemment, c'est que moi, mon père est entrepreneur, ma mère travaillait pas jusqu'à mes 10 ans, je pense. Et c'était assez normal. Moi, mon grand-père était cardiologue, ma grand-mère ne travaillait pas. Mon autre grand-père était colonel à l'armée, ma grand-mère ne travaillait pas. Et c'était des choses qui étaient assez communes dans les dernières générations. Et je vais pas dire que c'était, tu vois, une excuse de se dire, vu que ma femme est là pour s'occuper de la maison et des enfants, moi, en tant que père, je peux passer tout mon temps dans mon business. Hmm. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a aussi des entrepreneurs que je connais où leurs femmes travaillent un peu avec eux pour les aider, sont à mi-temps, parfois à plein temps, ou des fois ne travaillent pas. Par contre, c'est jamais une excuse pour les papas de ne pas être là. En tout cas, de Hmm. moins en moins. De moins en Ouais. moins. Tu vois, là, je vais prendre juste un petit axe marketing. On le répète souvent avec Jérémy dans le podcast. Ce podcast, il est absolument pas pour tous les papas. Enfin, il est absolument pas pour tous les papas entrepreneurs. Il est pour les papas qui veulent être autant papas qu'entrepreneurs. Qui se disent, tu vois, à un moment, plein de fois, tu lis des posts sur LinkedIn, sur Instagram, dans des vidéos où on te dit, il faut sacrifier ta vie perso au début, t'as pas le choix, c'est pas grave, tu le fais pour tes enfants, le but c'est que tu ramènes de l'argent. Après, t'as l'inverse complet. Non, tout ce qui compte, c'est la famille. C'est d'abord la famille, c'est après le business, après le boulot, tout ça. Et en fait, avec Jérémy, on s'est rendu compte plein de fois dans nos débats que c'est pas qu'on n'arrivait pas à choisir, c'est qu'on voulait pas choisir. Ou plutôt qu'on faisait le choix de se dire, non, moi, je choisis le business et je choisis ma famille. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Maintenant, je me Hmm. démerde. Maintenant, je Complètement. me démerde. Je sais pas dans quoi je m'engage. Je sais que ça va être compliqué. Je sais que ça va pas être forcément tout rose tous les jours, mais en travaillant sur soi, en ayant un bon réseau autour de soi, en échangeant avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont la même vision des choses, il y a un truc à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus, tu vois, on est moins en moins dans la dualité, où avant, c'était soit noir, soit blanc. Aujourd'hui, on se dit, bah, il y a de nouveaux outils, comme tu l'as dit plein de fois, Antoine, qui nous permettent de faire des choses. Comme là, à la fin de la semaine prochaine, je pars 3 semaines en Espagne. Comme chaque année, on a un petit appartement familial là-bas. Mes newsletters, mes contenus, ils sont déjà tous automatisés. Ils sont déjà tous prêts. Je le fais pas à l'année parce que j'aime pas avoir tout automatisé. J'aime bien avoir de la spontanéité. Je suis quelqu'un de créatif et de spontané. J'ai beaucoup de mal avec l'organisation. Ça va être mon côté trouble de l'attention. Mais, euh, mais pour le coup, quand je pars 3 semaines en vacances, je sais que j'ai envie de continuer à promouvoir du bon contenu aux personnes qui sont abonnées. Et donc, j'automatise. Et ça, c'est cool. Parce que tu peux partir 3 semaines en disant, je décroche. Je vais prendre une demi-heure, 1 heure par jour pour checker un peu les commentaires, les retours, les mails, les trucs, mais pas plus. C'est ça. Je pense, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était super intéressant parce que tu, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. C'est-à-dire que c'est des choix personnels que tu vas faire dans ton couple, dans ta vie de famille, avec ta femme. Et puis tu vas définir les rôles de chacun. Il n'y a pas de bon rôle, de mauvais rôle, ou il n'y a pas de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques. Chacun va trouver son équilibre et puis va définir un petit peu ce qu'il veut faire et comment ça va bien fonctionner dans son foyer. En général, quand tu as lancé une entreprise, bah, tu n'as pas forcé, tu as voulu lancer une entreprise. Quand tu as eu un enfant, généralement, tu as voulu avoir un enfant, ben, tu as voulu avoir un enfant. Donc, tu te retrouves avec une entreprise, un enfant que tu as voulu, et donc tu dois concilier les deux. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de dualité, c'est pas ou l'entreprise ou l'enfant, en tout cas de mon point de vue. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut arriver, on doit arriver à concilier les deux.
Et donc ça, c'est vraiment une question d'équilibre. C'est une répartition qui se fait pour moi, en tout cas, ce qui se passe chez nous, c'est une répartition qui se fait au sein du foyer. Et on est tombé d'accord sur un- un fonctionnement, sur une répartition des rôles, et puis ça fonctionne très bien. Et tu peux arriver à concilier les deux. Alors encore une fois, je dis pas que c'est parfait. On n'est pas sur Instagram en train de vendre une image euh, qui est pas réaliste. On le voit à mes cernes. Je pense que il y a de la fatigue qui s'accumule clairement parce que mine de rien, c'est deux passions, avoir des enfants et créer des boîtes qui prennent du temps, qui demandent beaucoup d'énergie. Et puis comme on le disait, en plus, c'est un cercle vicieux parce que quand ton enfant est fatigué, il dort de moins en moins, etc., etc. Donc toi, tu es encore plus fatigué, tu n'as pas le temps de te reposer. À côté, tu dois gérer aussi tes business. Et puis, comme par hasard, c'est pile le moment où il y a tout qui te tombe tout qui te tombe dessus. Et puis, faut tout gérer en même temps. Mais ça fait partie du folklore. Donc, non, on a choisi nos vies. On a choisi d'avoir des enfants. On a choisi d'avoir des business. Les deux sont conciliables aujourd'hui. C'est encore une fois, c'est une question d'équilibre, d'organisation. Et il y a un autre point. Moi, je suis imperméable aux excuses. J'ai vraiment horreur de ça. Euh, j'accepte vraiment pas les excuses pour le coup, que ce soit dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans ma vie pro. Je n'aime pas ça du tout. Euh, et c'est en discutant avec des proches, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que tu te rends compte de l'impact ou de la force que tu as en ayant connu des événements difficiles dans ta vie, en ayant entrepris, tu es confronté à plein de choses. Et c'est là où tu te rends compte de la force que tu as. Je parlais tout à l'heure d'indestructibilité. Euh, tous ces événements, tout ce que tu vas traverser dans ta vie, t'amène vraiment à être très très fort et tu deviens vraiment, tu relativises beaucoup, tu deviens imperméable aux excuses. Et il y a beaucoup de choses où, en discutant avec des amis, de la famille, ils vont identifier ça comme un problème. Pour eux, c'est important. Et pour moi, bien souvent, ça l'est pas en fait. Je leur dis, mais c'est pas grave, c'est rien ça. On va faire comme ça, on solutionne et puis on n'en parle plus, c'est pas grave. Et je pense que c'est ces deux Mhm. choses qui font que tu développes vraiment une personnalité qui se renforce, je pense. Tu prends plus de caractère aussi, plus d'assurance et tu as, peut-être une vision, en tout cas chez moi, j'ai une vision qui est beaucoup plus tranchée qu'avant. Je suis plus dur, je trouve, qu'avant. Mais parce que j'ai pris en maturité, j'ai pris en expérience, j'ai traversé certaines choses qui m'ont forgé. Euh, et voilà, je Quand tu voulais dis juste plus dur, c'est dans quel sens? indestructible, dans le sens où tu t'es pas plus dur dans le sens plus sévère, dans le sens où tu t'es vraiment renforcé et Ok, c'est la nuance que je voulais apporter. Ouais. Que je voulais avoir. avant Ok. de t'atteindre, c'est beaucoup plus difficile. Encore une fois, tu vas Mhm. relativiser beaucoup plus facilement et tu vas identifier les vrais problèmes des faux problèmes. Les faux problèmes, je veux dire, on en a tous les jours, mais un bon entrepreneur et qui a eu une vie perso avant un peu chargée, il a cette faculté à les filtrer, à dire, OK, ça c'est rien, on s'en fiche, il faut qu'on le traite, mais c'est pas grave. Par contre, on va se concentrer vraiment sur les gros problèmes. Cela, c'est important. Mhm. J'adore ce que tu dis. Et en plus, tu vois, tu dis, quand tu parles avec les autres, tu te rends compte, et moi je me rends compte à travers les mots que tu utilises, tu parles beaucoup de choix. Et c'est un sujet, mais que je rabâche à moi-même tous les jours, et que je rabâche à mes clients, que je rabâche dans tous les contenus que je peux créer. C'est ce concept, tu vois, d'extrême responsabilité qu'on doit avoir sur nos vies. Comme tu l'as dit, tu choisis d'entreprendre. Tu sais que ça va être la merde à un moment. C'est obligatoire, ça fait partie du chemin. Tu choisis de faire un enfant. Tu sais que ça va être la merde, ça fait partie du chemin. Un enfant, c'est une dose de chaos que tu fais rentrer dans ton système familial. Tu contrôles pas, tu contrôles rien. Et tu as fait ces choix. Et ce que je trouve dingue, c'est et il y a absolument pas de jugement là-dedans, parce que moi, il y a des jours où effectivement, j'ai des excuses qui arrivent comme ça en me disant: «Ah, je suis trop fatigué, je suis trop ci, je suis trop ça», ou «J'aurais jamais dû faire ci, ou j'aurais jamais dû faire ça», parce que tu es super fatigué, parce que comme tu le dis, la fatigue, elle s'accumule. Mais qu'en fait, au bout d'un moment, tu te dis: «Non, non, je choisis ça, j'ai choisi ça». Et juste de se dire: «J'ai choisi», que la situation, elle soit agréable ou pas, hein, c'est un choix et je choisis de le régler, je choisis d'avancer, je choisis de continuer, ça te renforce. Ça te rappelle que c'est toi le capitaine. Exactement. Et tu vois, psychologiquement, tu vois, on a tous un juge interne. Quelqu'un qui nous martèle: tu fais pas bien, tu fais bien, t'es trop beau, t'es pas beau, t'es intelligent, t'es pas intelligent, il est meilleur que toi, tout ça.
Et ce qui est hyper fun, c'est que tu vois, ce juge interne, il a 3 manières vraiment de s'exprimer. On se juge nous sur le fait qu'on soit assez bon ou pas assez bon, qu'on soit à la hauteur ou pas à la hauteur. On juge souvent les autres aussi, inconsciemment, pour se rassurer, pour se dire que finalement, non, ça va, on n'est pas si petit que ça, ou on n'est pas si gros que ça, on n'est pas si fatigué que ça, qu'il y a toujours pire, machin. On juge les autres. Et ça, souvent, les gens en ont conscience. Mais on a beaucoup moins conscience de la 3e manière dont ce juge interne s'exprime au quotidien. C'est qu'on juge nos circonstances. On juge notre environnement. Et très souvent, c'est là où, en fait, moi, ce que j'appelle les fuites de pouvoir, tu vois. Où, en fait, on perd de notre pouvoir personnel et on le donne à quelqu'un d'autre. En disant, j'habite pas au bon endroit, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on a ce genre de raisonnement, tu vois, on distribue du pouvoir comme ça. On donne à n'importe qui. Et puis on se retrouve un peu comme beaucoup de personnes, avec peu de confiance en nos capacités, peu de confiance en l'avenir. Et ça arrive même à des personnes qui ont été très très fortes à un moment. La confiance en soi, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose qui monte, qui parfois baisse, et ça se retravaille, ça se renforce. Mais souvent, on a beaucoup moins conscience, tu vois, à quel point on distribue notre pouvoir au monde entier. Parce que on dit que nos circonstances ne sont pas les bonnes, que notre environnement n'est pas le bon, que tout ce qui se passe autour de nous n'est pas aligné avec nos ambitions, notre objectif, que l'univers s'est pas mis en alignement devant nous et nous a ouvert à nous dérouler le tapis rouge, tu vois, pour que tout fonctionne, quoi. Mais c'est la vie, ça. Complètement. Et tu vois, ça me fait 100% rebondir sur ce que tu dis, j'aime pas les excuses. De plus en plus, je prends conscience, tu vois, dans ce raisonnement de dire c'est quoi l'homme moderne aujourd'hui, c'est quoi un homme, comment est-ce qu'il doit exploiter ses forces. Mais t'as ça en fait, c'est dépasser ses circonstances. Moi, tu vois, je suis premier et je suis 100% transparent, j'habite une petite ville, Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Il y a beaucoup de personnes qui appellent cette ville Romans-sur-Misère d'ailleurs, parce que pendant très longtemps c'était une ville très pauvre, c'était la capitale mondiale de la chaussure, mais tout s'est effondré il y a plusieurs années. Et donc les prix de l'immobilier sont très bas, il y avait pas de grosses boîtes, il y avait très peu d'emplois, un énorme taux de chômage il y a encore 10 ans. Là, c'est en train de bouger, c'est en train de revenir. Mais moi, les premières années ici, je me suis dit, quand je suis parti du centre-ville de Lille, où j'habitais dans le vieux Lille, j'avais un super réseau en France, en Belgique et tout, sur Paris, Lille et Bruxelles. Je suis parti ici, très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'arriverai jamais à développer mon business ici. Jamais j'y arriverai. Et ce qui est intéressant, c'est que plus je me disais ça, plus mon business faisait comme ça, tu vois. Ouais. Jusqu'au jour où je me rends compte que, oui, effectivement, t'as pas de multinationale, t'as pas un énorme écosystème de start-up. T'as pas un énorme écosystème de grosses boîtes avec des cadres dirigeants qui peuvent potentiellement être mes clients. Il n'y a pas de grosses boîtes auxquelles j'ai facilement accès pour faire des séminaires, pour faire des conférences, des choses que j'adore faire. Mais au final, ça reste une excuse. Ça ne veut pas dire que ce serait pas plus simple à Paris. Ouais, ce serait peut-être plus simple si j'habitais à Paris, au centre-ville de Lyon, ou à Toulouse. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et tant que tu restes caché derrière tes excuses, bah, ce sont juste des excuses, quoi. Et tu crées ta propre prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, ouais, tu penses que c'est pas possible, bah, ce sera impossible. Mais si tu dis, ok, ça va peut-être être plus difficile que ce que je pensais, et fondamentalement, tu vois, c'est ça le raisonnement derrière le fait d'être papa preneur, je pense, c'est que tu sais que tu vas pas être le papa que tu rêves d'être, tu vas pas être l'entrepreneur que tu rêves d'être non plus, parce que tu vas pas pouvoir bosser jour et nuit, 7 jours sur 7, le samedi, le dimanche, comme si tu étais célibataire. Donc tu dois faire des compromis des deux côtés, mais que c'est pas non plus une excuse pour te dire c'est impossible, je baisse les bras. Ouais, complètement. Pour le coup, les excuses, c'est vraiment ce qui te conforte dans ta situation actuelle. Si ta situation actuelle, elle te plaît pas, t'es pas confortable dedans, tu dois en changer. Et si tu te donnes des excuses et que tu dis, OK, c'est parce que je suis pas dans la bonne ville, OK, c'est parce que j'ai un enfant et puis que j'ai pas le temps de travailler 14 heures par jour, etc., tu resteras toujours dans cette situation et tu te conforteras dans cette situation qui te plaît pas et tu te conforteras dedans.
L'idée, c'est que dans le film qui est ta vie, tu es l'acteur principal du film et que tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux changer beaucoup de choses en prenant certaines décisions. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, par exemple, que tu vas générer ou de choses qui vont te tomber dessus, dont tu seras responsable parce que tu es l'acteur principal du film. Hmm. Euh, et puis, il y a autre chose aussi, ça fait référence aux excuses, c'est que dans les problèmes, dans ce qui te tombe dessus, il y en a une partie dont tu vas être responsable, tu devras t'en sortir, c'est comme ça. Et puis, il y en a une autre partie dont tu ne seras pas forcément responsable, qui tomberont dessus parce que devait te tomber dessus un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, tu as deux manières de réagir. Soit tu dis, OK, je subis la chose, et puis c'est comme ça, et puis je subis, je subis. Ou soit tu dis, bah, ça m'est tombé dessus, c'est comme ça, et puis je dois faire ce qu'il faut pour passer outre, passer au-delà. Et c'est là-dessus où je dis vraiment, je suis imperméable aux excuses, c'est que quand il y a quelque chose qui te tombe dessus, tu as deux possibilités. Soit tu capitules, et puis tu dis, OK, c'est comme ça, je suis foutu. Ou soit tu dis, non, je m'en fiche, en fait, ça m'est tombé dessus, c'est pas grave, mais on va passer outre. Et t'as pas le choix, la vie, c'est ça. La vie, c'est que tu dois avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça sera jamais un long fleuve tranquille, ça sera jamais linéaire. Il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des moments plus faciles que d'autres, des moments plus difficiles que d'autres. Mais tu dois continuer d'avancer. Et tu peux pas rester caché tout le temps derrière des excuses, c'est pas possible. Hmm. Du moins, Tu vois, c'est ma manière de voir les choses. ouais, mais c'est exactement l'idée qu'il y a en fait derrière ce que j'appelle l'extrême responsabilité, tu vois. Et c'est souvent ce que les personnes ont du mal à entendre. C'est de se dire, quand tu fais une connerie, c'est ta responsabilité, effectivement, de trouver une solution, de te relever, d'avancer. Mais des fois, il t'arrive des choses dans la vie, c'est pas ta faute. Exactement comme tu le dis. Mais c'est pas parce que c'est pas ta faute que tu n'as pas de marge de manœuvre dessus. Mhm. Et très souvent, on se dit, c'est pas ma faute, c'est pas moi de régler. Tu peux le voir comme ça. Et ok, c'est ok. Tu peux complètement te dire, c'est pas à moi de le régler, c'est pas ma faute, j'attends que la personne le fasse. Ok. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans la mentalité des entrepreneurs, la majorité du temps, on est très impulsif. On n'aime pas se faire emmerder trop longtemps. C'est vrai. Et on a souvent cette capacité à se dire, ouais, je suis pas le fautif, c'est pas moi qui ai créé cette situation, mais à un moment, en fait, ça me fait chier, clairement, et j'ai pas envie que ça me fasse chier 6 mois. C'est Donc, vrai. je vais pas attendre que la personne, ou l'entreprise, ou le partenaire, ou la vie, ou l'environnement, ou la ville, ou je sais pas quoi, règle le problème. Je vais le régler, parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec ça des années, quoi. Et pour moi, c'est ça le concept d'extrême responsabilité. C'est on n'a aucune idée de savoir à quel point on est capable de faire des choses et de, je vais pas dire de contrôler l'univers autour de nous parce que c'est impossible, mais par contre, on oublie à quel point on a du contrôle sur des petites choses qu'on néglige au quotidien. Mhm. Et c'est le contrôle de nos actions, de ce qu'on met. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, ça me revient tout à l'heure, je voulais dire un deuxième truc, je t'ai dit, j'ai complètement oublié. Le revers de la médaille de l'adaptation hédonique, c'est aussi que, effectivement, vu qu'on s'adapte à tout, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui courent après en fait, qui s'habituent à des schémas de vie, des schémas de réalisation, des schémas de type d'objectifs qui s'imposent, qui sont pas les leurs et qui sont en constante évolution. Et ça, moi, je l'avais vu avec mes clients quand j'étais en banque privée, où tu vois, tu commences à travailler avec un client, il arrive, on va dire, il pose 1 million d'euros, tu sens que c'est pas assez, il te fait comprendre que c'est pas assez, et tu dis, ok, c'est quoi votre objectif? Bah, je me sentirai en sécurité, je caricature, quand j'aurai 2 millions. Puis tu mets en place des choses, des investissements, tout ça. Lui, il travaille de son côté. 2 ans plus tard, il arrive, il a 2 millions et il en veut 4. Et une fois qu'il arrive aux 4, quelques années après, c'est toujours pas suffisant. Il en veut 8, il en veut 10. Il y a un côté, tu vois, on a tendance à se dire, c'est parce que les personnes sont greedy, elles sont vénales, elles ont envie de plus d'argent. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus subtil. C'est comme les bouteilles de vin. C'est que quand tu fais partie de la cour de ceux qui ont 1 million d'euros, tu as un certain type de vie. Mais quand tu es entrepreneur, ben, tu as souvent cette mentalité de dire, OK, aujourd'hui, ma boîte, elle tourne. Elle fait, je sais pas, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai envie d'arriver à 5. Donc, tu vas te mettre en relation avec des personnes qui font déjà 5. Et tu vas rentrer dans cette cour. Des personnes qui ont une boîte qui fait 5, donc qui n'a pas la même vélocité, qui n'a pas la même organisation. Les entrepreneurs n'ont pas forcément les mêmes moyens non plus. Et puis, une fois que tu arrives à 5, bah, tu es rentré dans cette cour, mais tu vas commencer à regarder ceux qui font 10, 15, 20. Et là, bah, en fait, ta BM, elle te suffit plus. Tu as envie d'une plus grosse voiture ou d'une plus grosse maison. Puis tu dis, bah tiens, j'aimerais bien mon bateau sur le lac du Bourget ou sur le lac Léman.
Et puis un jour, tu l'as. Et puis tu fais la connaissance de quelqu'un qui a un bateau qui fait 3 fois la taille du tien. Et tu dis, tiens, je traîne avec lui, mais j'ai un peu honte parce qu'il a un bateau qui fait 3 fois la taille du mien, donc j'aimerais bien un plus gros bateau. Et en fait, c'est le revers de l'adaptation hédonique. C'est que vu qu'on s'adapte constamment à un certain style de vie, à un certain état mental, on a l'impression que c'est normal. Le piège là-dedans, c'est qu'on se dit à chaque fois qu'on sera heureux quand on aura atteint ça. Exact. Et les études le montrent. Alors, j'ai plus le nom, c'est une infirmière spécialisée dans les soins palliatifs qui avait fait cette étude et qui avait interrogé plus de, je sais plus combien de centaines ou de milliers de personnes qui étaient sur leur lit de mort pour savoir en gros les principaux trucs qu'ils regrettaient. Et en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Tout le temps je regrette de ne pas avoir été assez avec ma famille, je regrette de m'être trop pris au sérieux, je regrette de ne pas avoir vécu ma vie comme je l'entendais moi, d'avoir trop travaillé. C'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Et pour moi, tu vois, l'adaptation hédonique, ça a des bénéfices, mais ça a aussi un gros revers, surtout dans l'entrepreneuriat, où on est tout le temps dans cette mentalité de go-getter, où il faut aller chercher, mais on peut complètement se perdre dedans. C'est tout le temps pareil. En fait, le résultat est toujours le même. Et on le sait parce qu'on le voit au travers des témoignages ou des études, mais c'est toujours la même chose. Les entrepreneurs, ils sont très, très, très... Alors peut-être aujourd'hui, ça devient un petit peu moins vrai avec nos générations, mais de base, les entrepreneurs, ils sont tout le temps en train de courir après l'argent, après faire plus de chiffre d'affaires, comme tu disais, avoir tel bateau, telle voiture, etc., etc. C'est tout le temps une course à l'argent, au bien matériel. La rat race, comme ils disent aux US. Complètement. Et quand on écoute, t'en as beaucoup qui te disent, je voulais une Ferrari, par exemple, je me suis acheté une Ferrari. Et puis, ouais, bah, une fois que je l'avais, j'étais content 3 semaines, quoi. J'ai roulé avec, c'était chouette. Ben bon, une fois que je l'avais, j'avais fait le tour, quoi. Donc, je voulais autre chose. Je voulais quelque chose de plus cher. Et puis après, tu t'achètes des voitures plus chères, etc., etc. C'est vraiment une course. Je pense que les entrepreneurs, ils ont beaucoup d'ego. Je pense qu'on a beaucoup d'ego. Euh, et que on voit ça, je pense, un peu comme une compétition. Et il y en a beaucoup qui le prennent vraiment comme une compétition, dans le sens où tu as une boîte qui fait 3 millions de chiffre d'affaires, et puis ton pote à côté ou quelqu'un que tu connais dans la ville, il a une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, tu vas vouloir faire 10 millions. Une fois que tu vas avoir fait tes 10 millions, tu vas dire, OK, je vais vouloir faire 20 millions parce qu'un tel, il fait 20 millions. Et tu vas faire tes 20 millions, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment la course aux plus riches. Elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. En fait, tu as des mecs qui pèsent aujourd'hui, type Elon Musk, qui pèsent tellement lourd qu'on veut être les premiers, mais on ne sera jamais les premiers. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va toujours regarder les gens qui nous restent à aller chercher au-dessus, et on ne regarde jamais ceux qui sont en dessous. Et tu te dis toujours, OK, je ne suis pas le premier. Par contre, tu te dis jamais, OK, je fais partie j'en sais rien, je fais partie du 1%, par exemple, des personnes qui ont le mieux réussi. Et ça me permet d'avoir une liberté, une aisance financière qui me permet de passer plus de temps, par exemple, avec ma famille, avec mes amis, avec les gens qui comptent pour moi. Je pense qu'on a beaucoup d'ego et que c'est cet ego qui nous fait faire une course, mais qui bien souvent est la mauvaise course. Et peu importe la quantité d'argent que tu as, ce que tu pourras jamais acheter, c'est le temps. Et ce qui ressort très souvent dans les études, dans les témoignages, c'est j'ai pas passé de temps avec ma famille, j'ai pas vu mes enfants grandir. J'ai pris conscience de la vie. J'avais 60 ans et puis aujourd'hui il me reste un peu moins longtemps à vivre, mais je peux pas rattraper les années qui sont passées où j'ai été au travail en train de bosser 16 heures par jour, etc., etc. Donc on fait une course par ego. Et je pense qu'elle n'est pas toujours la bonne, et on le voit dans les témoignages. La bonne, pas la bonne, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une course où il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et c'est là où c'est dur. C'est qu'à chaque fois, on se dit, allez, encore un peu, j'y suis presque. Mais t'es presque où, en fait? Tu vois, j'écoutais un podcast il y a 3 semaines. Moi, j'aime beaucoup la NBA, j'aime beaucoup le basket. Ok. Et il y a un joueur de légende que j'adore qui s'appelle Chris Paul. Et là, il sort un bouquin. Et il est interviewé sur ce podcast. En fait, à un moment, il dit un truc super intéressant qui, pour lui, a changé sa vie en général et sa vision de lui en tant que joueur. Il a dit c'est le jour où, en fait, il a eu sa première bague de champion NBA. Et pour lui, c'était l'objectif de sa vie depuis qu'il était au lycée. Il fait quand je serai en NBA, je veux ma bague. Et là, j'aurais réussi ma vie. Et en fait, il s'est rendu compte que
Le soir, par exemple, où il a gagné les JO, il était le plus heureux des hommes. Elle m'a dit le lendemain matin, on a fêté la victoire. À 6h30, 7h, j'étais à la salle et je faisais mon entraînement. Et il m'a dit, et c'est un truc où ça a cliqué, où je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ce sera jamais suffisant. Faut que j'arrête de me prendre la tête comme ça. En fait, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le process. Et j'ai trouvé ça super intéressant, la manière dont il disait, parce que on parle plus d'entrepreneuriat, mais on parle de mecs qui sont des ultra compétiteurs. La NBA, c'est un des tournois les plus engageants au monde, où ils ont des matchs quasiment tous les soirs. Ils sont tout le temps en déplacement, ils voyagent aux quatre coins du pays, ils font match sur match. Donc leur performance physique, mentale et globale, elle est hyper importante pour eux. Et ils sont dopés à ça, à gagner le championnat. Et ce qui est ultra intéressant, c'est d'avoir le retour d'une de ces légendes du basket qui dit en fait, le jour où j'ai gagné, je me suis rendu compte que je pensais que le jour où j'aurais ma bague au doigt, ma vie changerait. Et que je me suis rendu compte le lendemain matin, même avoir fait la fête, que c'est pas les résultats qui m'importaient. C'était le process. Parce que le lendemain matin, même après avoir fait la bringue, alors qu'on fait jamais la bringue, même après avoir gagné, alors que c'est un truc qui t'arrive peut-être une fois dans ta vie si t'as de la chance, bah au final, tu continues. Complètement. Et j'avais beaucoup aimé, et tu vois, là je suis en train de lire le bouquin de Light Watkins, qui est un enseignant de méditation aux US. Et j'aime beaucoup, c'est un minimaliste, il vit avec un sac à dos depuis 5 ans. Enfin, tout le monde le traite de minimalisme, il dit moi je suis pas du tout un minimaliste, c'est qu'en fait ça s'est fait à travers mes expériences. À un moment j'en avais marre d'avoir trop d'affaires vu que je bougeais beaucoup, donc maintenant je vis avec un sac à dos. Okay. Et il enseigne la méditation, la présence et tout. Et dans son livre, il y a un truc qui m'a marqué. J'aime bien, tu vois, ces prises de conscience. C'est dit aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde en général, parce que le monde de l'entrepreneuriat est en train de vraiment, je vais pas dire entacher, mais de dépasser le simple monde de l'entrepreneuriat. Même les personnes qui bossent dans les grosses boîtes, dans les boîtes s'inspirent énormément d'entrepreneurs. Donc le mindset entrepreneurial est en train vraiment de s'étendre. On dit que la ressource la plus précieuse, c'est le temps. Où tu as des citations de Warren Buffett qui sortent dans tous les sens. La chose la plus importante pour vous, c'est le temps. Vous devez absolument rationaliser votre temps. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure de chaque jour doit être rationalisé parce que ça, vous ne pourrez jamais les racheter. Et j'aime énormément ce que Light Watkins dit dans son livre. C'est dit, ça, c'est ce que les gens pensent. Mais à mon sens, moi qui suis enseignant de méditation, il fait des conférences à travers le monde. C'est pas tant le temps la ressource la plus importante. C'est notre présence. Il dit parce qu'on peut organiser son temps comme on veut et l'organiser comme un chef et avoir le temps le plus optimisé du monde. Si on n'est pas présent au moment où on fait les choses, ça sert à rien. Parce qu'on peut très bien... Et moi, en fait, je pense que ça m'a marqué parce que tu vois, les premières années où j'avais ma fille et ma boîte, je m'étais mis des limites. Moi, je me dis, je commence à telle heure, je finis à telle heure. Parce que c'était important pour moi, parce que je voulais être le matin là pour ma fille, je voulais être là le soir, le plus possible. Et en fait, je me rendais compte que j'étais frustré parce que moi, mes pics de productivité, c'est très tôt le matin et très tard le soir. Et c'est des moments qui m'ont été bouffés par ma fille. Et c'est absolument pas sa faute, mais c'est parce que voilà, c'est les moments où elle est là. Et donc, j'étais frustré de ne pas pouvoir travailler à ces moments-là. Donc, j'étais pas vraiment là. Et quand j'étais au travail, j'étais frustré de ne pas avoir été présent assez, en tout cas, avec ma fille, tout ça. Des fois, j'allais au sport et après une série des reps, j'étais sur mon téléphone en train de checker mes mails, machin. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es jamais présent au bon endroit. Quand tu es à la salle, tu es au boulot. Quand tu es au boulot, tu vas être à la salle ou avec ta famille. Quand tu es avec ta famille, tu es au boulot, tu es à la salle. Ou j'aimerais être avec mes copains, aller boire une bière, être tranquille, juste décompresser un week-end, un truc comme ça. Et ça, moi, tu vois, ça m'a vraiment... Je lis beaucoup. C'est le moment où je pense que je venais de commencer à lire. J'ai lu 4 lignes, j'ai fermé le livre. Je m'étais pris une claque dans la tronche en disant, mais ouais, effectivement, notre présence, c'est le plus important. Et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'avec Jérémy, on en a parlé 50 fois. Je sais pas, dans les épisodes qu'on a eu là sur Papapreneur, ou des centaines de fois entre nous, l'importance de la présence. Mais des fois, tu vois, tu lis des choses et tu percutes. Je savais que tu allais venir sur ça. Quand tu as commencé à parler, je savais que tu allais venir sur ça. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, et ce que j'appelle moi du temps de qualité. Du temps de qualité, c'est du temps où tu es là à 100%, disponible. Où tu es là pas que physiquement, mais que tu es là mentalement et que tu n'es pas en train, encore une fois,
de regarder tes messages, tes WhatsApp, checker tes mails, en train de réfléchir à ton programme de demain, ton emploi du temps, etc., etc. C'est un moment simple où tu es là à 100% mentalement, sans téléphone, où vraiment tu profites du moment avec ta famille, tes amis, peu importe. C'est très compliqué quand on a un business ou plusieurs. Généralement, tu sais de quoi je parle. On a beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à coordonner, beaucoup d'échéances qui arrivent à anticiper, à préparer. Donc, c'est pas facile d'être là mentalement à 100%. C'est pour ça que c'est important d'arriver à se dégager du temps de qualité. Et il faut pas le mesurer, je pense, à la valeur temps classique en minutes ou en heures, mais vraiment, il vaut mieux passer 2 heures de qualité avec ton enfant, ta femme, peu importe, plutôt que 4 heures ou 6 heures, mais au finalement où tu n'es pas là à 100% et où tu es là à Mm. 100% de 30 minutes peut-être sur ces 4 heures ou ces 6 heures. Donc des Je suis fois, entièrement d'accord. Ouais. il vaut mieux passer un petit peu moins de temps, mettre là à 100% et vraiment être présent et profiter du moment, plutôt qu'essayer de passer un max de temps en disant, OK, je vais travailler 2 heures le matin, puis le reste de la journée, je suis avec eux, et finalement, tu n'es pas vraiment là avec eux. Des fois, il vaut mieux travailler un petit peu plus. Par contre, au moment où tu coupes, où tu es là avec eux, tu es vraiment là avec eux. Mm. Je suis à 100% aligné avec ce que tu dis. Tu vois, il y a Sadhguru qui est un gourou indien. J'étais tombé sur une de ses interviews et il dit quelque chose qui, moi, m'a beaucoup fait sourire et qui est très vrai. Je pense que c'est ça, en fait, le but ultime de la vie. C'est la nana qui l'interviewe, lui dit: vous parlez très peu de votre famille, de vos proches, mais qui est la personne la plus importante pour vous? Et en fait, sans sourciller, il la regarde en riant, il fait: mais c'est vous. Elle le regarde avec des yeux écarquillés comme ça, et elle dit: je comprends pas. Il dit: oui, aujourd'hui c'est vous. Puis quand on aura fini notre interview, je serai avec une autre personne, et la personne la plus importante du monde, ce sera elle. Puis après, quand je rentrerai chez moi, ce sera ma femme, ma fille. Et puis après, ce sera peut-être le jardinier, et puis après, ce sera peut-être mes élèves. Et quand il a dit ça, pour moi, tu vois, c'était quelque chose d'hyper marquant, parce que je me dis, en fait, c'est vraiment ça. Et je sais que Bill Clinton, par exemple, était quelqu'un qui était, enfin, il n'est pas mort, hein, mais qui est réputé pour ça dans ses années politiques, qui était très réputé pour ça. Il avait ce facteur d'agréabilité, de sympathie que les gens lui accordaient, parce que ne serait-ce que quand il passait 1 minute avec lui, toutes les personnes disaient la même chose. Vous êtes 1 minute avec Bill Clinton, il est avec vous. Il peut y avoir 10 000 personnes autour, vous sentez qu'il est 100% avec vous. Mm. Et moi, c'est un truc que j'essaie de développer de plus en plus, c'est cette présence dans chacun des instants. Il y a un truc que les gens savent très peu, mais il y a vraiment mon cercle proche qui le sait, mais je communique pas. D'ailleurs, je vais peut-être communiquer cet été dessus, sur les réseaux sociaux. Mais moi, je donne des cours de yoga, des cours de méditation à côté, à mes clients. Mais là, je commence à faire des partenariats avec des salles de sport autour de chez moi, parce que c'est un truc que j'adore, qui me parle depuis que je suis gamin. Et c'est un double outil, tu vois. C'est un outil qui me permet, moi, de m'améliorer sur ces sujets. Et c'est aussi quelque chose que moi, j'ai vraiment envie de transmettre aux personnes. C'est cette capacité à juste être là. Mhm. Parce qu'une fois que tu as développé cette compétence, parce que pour moi, c'est vraiment une compétence, c'est un muscle mental que tu développes, de toute façon, tu le montres. Tu passes une personne sur un IRM, quelqu'un qui ne fait pas de méditation, et tu passes un mec comme Mathieu Ricard, qui est un moine français, mais très connu. Le cerveau n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup plus de matière grise à certains endroits du cerveau, beaucoup plus de cellules grises, beaucoup plus de densité au niveau des connexions neuronales. Le cerveau n'est pas configuré de la même manière. Certaines zones sont beaucoup plus développées et d'autres beaucoup plus inhibées. Et ça, je trouve ça génial. Parce que comme tu dis, en fait, quand tu arrives à développer ce muscle, tu arrives à être beaucoup plus dans la présence, dans l'instant. Et c'est super bon pour le business, pour la famille, pour tout. Parce que ça veut dire que quand tu es avec un interlocuteur business, tu es avec lui. Quand tu es avec un collaborateur, tu es avec lui. Quand tu es avec ta femme, tu es avec elle. Et ce qui compte, c'est pas de passer 12 heures avec ta femme, c'est de passer, si tu peux passer 12 heures de qualité avec elle, c'est royal. Il y a très peu de personnes qui arrivent. Mais un truc dans le monde de l'entreprise qui est hyper important, c'est par exemple toi en tant que dirigeant, moi, la qualité de l'attention que je vais avoir avec mes clients, par exemple en coaching, c'est ce pourquoi ils me payent, Mhm. fondamentalement. Si je suis Ouais. avec 1 heure avec un client, je dois être 1 heure avec lui. Mhm. Et par contre, les entrepreneurs, un truc qui est négligé dans les très grosses boîtes souvent, c'est que tu vois, tu vas faire un entretien d'évaluation, tu vas avoir un collaborateur qui vient te voir, un truc comme ça, t'es pas avec lui. T'es dans tes problèmes, tu l'écoutes, mais tu l'entends pas. Enfin, tu l'entends, mais tu l'écoutes pas, quoi. Et Exact. cette présence, pour moi, c'est une arme. C'est une arme Complètement. massive de bien-être et de performance. Complètement. Complètement. Dans des grosses boîtes, tu vas remplir ta grille d'évaluation. Tu vas écouter pour cocher ce qu'il faut cocher.
mais tu vas pas entendre exactement ce qu'il voulait te dire. Si tu avais Ouais. creusé, si tu étais là vraiment à 100%. Et puis, ça fait le lien, tu vois, avec autre chose. Aujourd'hui, il y a le temps de qualité qui est très précieux et il y a aussi ton attention. Aujourd'hui, notre attention, elle est sollicitée de partout, toutes parts. Que ce Mhm. soit les pubs au bord de la route, que ce soit la télé, sur les réseaux, sur YouTube, partout, partout, on sollicite notre attention. Et ça fait le lien aussi pour moi avec du temps de qualité. C'est que tu dois faire attention à qui tu vas donner ton attention. Quand tu veux passer du temps de qualité avec ton enfant, par exemple, tu dois vraiment être attentionné avec lui et tu dois pas être Mhm. distrait par tout ce qui peut se passer autour. Encore une fois, téléphone, publicité XY. Euh, Aujourd'hui, je pense que les, comment on appelle ça? Tu sais, les personnes qui font la pub sur YouTube. Alors moi, je suis un gros consommateur de YouTube. J'aime bien. Mhm. C'est pour moi, c'est une de mes activités favorites, entre guillemets, pour décompresser. Tu vois, par exemple, un petit peu avant d'aller au lit, quand tout le monde dort, tout le monde est au lit, je prends un petit peu de temps pour regarder des vidéos, que ce soit sur peu importe le sujet. Et donc, à chaque fois que tu fais un début de vidéo, tu as tout le temps des pubs. Tu as des Mhm. annonces que tu vas pouvoir skip souvent. Et puis, dans les 5 premières secondes, bah, ce qu'ont bien compris les personnes qui font ces pubs, c'est qu'aujourd'hui, elles te disent une des choses que tu as de plus précieux, c'est ton attention. Et puis, on veut essayer de te la voler tout le temps à droite à gauche. Et c'est C'est vraiment ça. exactement ça. Ouais. Oui, euh, toutes les personnes qui vont faire du marketing ou autre vont chercher notre attention. Et voilà, bah, pour le coup, faut faire attention à ça parce on est très, très, très sollicité et ça nous empêche, dans certains cas, de passer du temps de qualité. Ouais, complètement. Et tu vois, c'est marrant, ça me fait résonner avec un programme que j'avais voulu lancer l'année dernière sur l'attention. Je voulais tester. Moi, ça avait été un sujet pour moi parce que j'ai un trouble de l'attention pour le coup. Enfin, j'ai un trouble de l'attention. On m'a diagnostiqué un trouble de l'attention, mais je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Mais effectivement, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu du mal à me concentrer sur des choses qui me font chier, pour être simple. Par contre, j'ai aucun problème à me concentrer sur les trucs qui m'intéressent. Mais pour moi, ça a toujours été un sujet. Donc, je l'avais travaillé les dernières années. Et un jour, sur LinkedIn, je me suis dit, tiens, je vais voir, j'ai testé. J'ai lancé un coaching de groupe sur l'attention. J'avais eu des emails dans tous les sens. Ouais, je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé. Et ce qui était super intéressant, c'est que quand on est rentré dans le vif du sujet, j'ai eu la réponse de peut-être un tiers des personnes qui m'avaient dit qu'elles étaient super intéressées. Ou quand je leur disais que ça allait être une fois par semaine, 1 heure et demie, on se retrouve, on fait ça, puis il y avait à avoir quelques actions à prendre toujours. Ah non, j'ai pas le temps. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, c'est comme, tu vois, l'entrepreneur qui va décrocher un call avec je sais pas, un consultant en sales pour apprendre à mieux vendre. Et que le consultant sales lui dit, bah voilà, pour travailler avec moi, c'est tant de milliers d'euros, puis le but après, c'est qu'on travaille, et puis, puis on va trouver des leads ensemble, et je vais t'apprendre à comment trouver des leads, et puis je vais t'épauler, tout ça. Et la personne dit, ah ouais, mais pour l'instant, c'est trop cher, je vais d'abord, moi, trouver des clients, et quand j'aurai l'argent, et que j'aurai trouvé des clients, je t'embaucherai. Et ça fait partie, tu vois, de toutes ces incohérences qu'on a dans la vie aujourd'hui en général, où on prend pas le temps, où on se dit, où on est capable de se dire, j'embaucherai quelqu'un pour m'aider à avoir des clients quand j'arriverai à en avoir moi-même. C'est totalement incohérent. Ouais, Mais en complètement. fait, on est dans cette incohérence dans plein de choses. Je prendrai le temps quand j'arriverai à mieux gérer mon temps. Oula. Je Mhm. prendrai le temps quand j'arriverai à mieux gérer mon temps. Mais sauf qu'on prend jamais le temps de faire les choses importantes parce qu'on est tout le temps pris dans l'urgent. Et on est toujours pris dans l'urgent aujourd'hui parce que notre attention, comme tu dis, elle est tiraillée dans tous les sens. Ouais, Et tu as ce discours paradoxal de dire faites extrêmement attention à votre attention. Et à côté de ça, restez avec moi s'il vous plaît, parce que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que c'est la exactement. bataille de l'attention. Et moi, j'ai une chaîne YouTube et je suis le premier à le faire. À dire, alors pas tout le temps, mais des fois, effectivement, quand j'ai envie d'amener quelque part, je ramène l'attention, tu vois, en disant restez jusqu'à la fin avec moi, parce que je vous offre un truc, et tu le dis à la fin parce que tu sais que ça augmente ton taux de visionnage sur YouTube, et vu que ça augmente ton taux de visionnage, et ben, la vidéo, elle est plus poussée. Complètement. C'est des trucs qui sont un peu incohérents, et c'est une rat race qui est pas ultra fun. C'est pour ça que, par exemple, moi, mes vidéos YouTube aujourd'hui, et que ce soit ce podcast, on fait pas de montage avec Jérémy. On s'est dit, on fait du brut. Ok, Et c'est pas fait pour l'instant. On sait pas, on verra demain. Mais c'est pas fait pour devenir viral. C'est fait pour parler aux personnes à qui ça parlera. c'est ça. Et qui nous En fait, trouveront parce qu'ils sont intéressés par le sujet. c'est ça. Je pense que tu préserves quand même, en faisant comme ça, tu préserves plus d'authenticité.
Et puis après, de toute façon, du contenu, il y en a en masse sur Internet, sur YouTube. Puis il y en a pour tous les goûts. Complètement. Et je pense que les personnes qui recherchent de l'authenticité préféreront des formats comme ça, peut-être un petit peu plus longs, mais sans montage et avec quelque chose de brut. Et puis les autres personnes qui voudront consommer peut-être du contenu plus rapide iront sur des vidéos montées, plus courtes, etc. Complètement, ouais. Cool. Je vais y aller. Là, on en arrive, tu vois, on est à 1h10. Oui. On va s'arrêter là, mais j'aimerais te poser une dernière question. Si tu étais ton toi dans 5 ans, quel conseil tu te donnerais maintenant pour vivre au mieux justement cette situation de papa preneur? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Si j'étais mon moi dans 5 ans, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil? C'est une très très bonne question. Mais souvent mes questions de fin sont très bonnes. C'est celles qui amènent vraiment la réflexion. Qu'est-ce que je me donnerais comme conseil? Je pense que j'essaierai de passer encore plus de temps de qualité avec mon fils. La partie entrepreneur, ça c'est ok, on la gère. Je pense que c'est la partie papa qui demande, en tout cas chez moi, qui doit demander le plus d'attention et sur lesquels il faut être focus. Aujourd'hui, ça c'est une priorité. Je pense que je passerai encore plus de temps de qualité avec mon fils et ma femme, clairement. J'en passe aujourd'hui, mais comme tu le disais tout à l'heure, un enfant, ça grandit très très vite. C'est les premiers mois, les premières années où il a besoin le plus de la présence de ses parents, de son père et de sa mère. Euh, donc je pense que je passerai encore plus de temps de qualité avec, clairement. J'en passe déjà assez, mais je pense que je pourrais en passer plus, clairement. Et je C'est intéressant. m'organiserai pour en passer encore plus. Ça t'apporterait quoi? Plus de satisfaction personnelle. Et j'aurais eu le temps de passer euh, peut-être de l'accompagner et d'inculquer encore plus de choses. Et même si j'ai vu beaucoup de moments, que j'essaie d'être un max présent, j'en ai loupé quelques-uns certainement, et ça me permettrait d'éviter de les louper aussi. C'est des moments qui arrivent qu'une fois, et même si je les ai vus la plupart, il y a des petites choses que ma femme a pu voir parce qu'elle a été là avec lui tout le temps, que moi, j'ai pas forcément pu voir en live, Ah en ouais. direct, et que j'aurais bien aimé voir. Ok, trop cool. Merci Antoine. Merci de nous avoir partagé ça, ton conseil de toi dans 5 ans. Merci pour cette discussion. Merci à toi. Et je te tiens au courant quand l'épisode sera mis en ligne. Avec grand plaisir. Je serai le premier à aller Merde. le reprendre. Merci beaucoup, Quentin. Il sera disponible sur YouTube, il sera disponible sur toutes les plateformes de podcast en audio. Donc je te tiendrai au courant. Ok. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, les papapreneurs, à le partager à un papapreneur à qui ça sera utile, à qui ça parlera. Posez-nous vos questions sur contact@papapreneur.fr. On y répondra avec Jérémy, on y répond toujours. Ça nous donne aussi des idées de sujets sur les podcasts. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Antoine, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Merci beaucoup, toi aussi, Quentin. Merci, Bonne journée. et puis je te dis à très vite. Ciao. Avec plaisir. Au revoir.